Bonjour tout le monde, je me présente Camille, je suis nouvelle sur YouTube. J'ai décidé de documenter en plusieurs journaux une nouvelle étape concernant la vie de mon père et moi. On revient de rendez-vous chez le docteur, puis après plusieurs mois d'angoisse, on a enfin reçu un diagnostic. Mon père souffre de calcification des voies cortico-strio-palido-rubro-bulbaire, ou pour le commun des mortels, la maladie de Ford. De ce que j'en sais, c'est une maladie neurodégénérative très rare qui touche une personne sur 1 million, puis qui consiste en gros en une accumulation de calcium dans une région précise du cerveau. C'est pas une maladie qui va toucher un sexe plus qu'un autre, puis l'apparition des symptômes se fait habituellement vers 40 et 60 ans, mais dans le cas de mon père, nous, on a commencé à s'en douter vers 54 ans. Lors du rendez-vous, le médecin nous a donné une idée globale des conséquences de la maladie, mais il nous a aussi donné un pamphlet pour avoir plus d'informations sur la maladie de Ford. Dans mes lectures, j'ai découvert que Karl Theodor Ford, un Allemand, a été celui qui a découvert les calcifications au niveau des ganglions de la base et du cortex moteur. Sa découverte a ainsi alimenté ce que les autres pathologistes savaient déjà sur la calcification et ont donc établi cette appellation en son honneur. Toutefois, une panoplie de synonymes existe pour y référer. La maladie de Ford s'établit dans les vaisseaux sanguins de certaines structures du cerveau. Parmi ces structures, on y retrouve les ganglions de la base ou encore les noyaux gris centraux qui sont interconnectés au niveau du téléencéphale et du diencéphale. Ces noyaux sont responsables de l'initiation et contrôle du mouvement de notre corps. Le noyau le plus fréquemment atteint est le globus pallidus, en plus du noyau codé, du putamen, de la substance noire et du noyau sous-thalamique. De plus, le thalamus, le cervelet et la substance blanche cérébrale ne sont pas à l'abri de la maladie. De manière imagée, les calcifications peuvent se comparer à une accumulation de grains de sable dans un sablier. Lorsque chaque grain de sable se lie les uns aux autres dans une région du cerveau, ils viennent former des dépôts intracérébraux qui sont composés entre 58 et 75% d'un mélange de calcium, de phosphate ainsi que d'autres minéraux. La région de la calcification viendra influencer la représentation de la maladie, mais cela sera discuté plus tard. J'ai tenu bon d'être accompagnée de mon père à partir de maintenant parce que j'ai l'impression que tu vas pouvoir expliquer mieux certains éléments. Donc, bienvenue, papa. Oui, bonjour tout le monde. Si tu es d'accord, là, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu là, comment tu as vécu l'apparition de tes symptômes. Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. En fait, tout a pris beaucoup de temps avant de se poser les bonnes questions et au bon moment concernant ma maladie. Parce que ce que j'ai, c'est une maladie qui évolue avec une progression et une évolution très lente. En fait, pendant longtemps, on a cru que j'avais la maladie de Parkinson parce que j'avais beaucoup de symptômes qui correspondent à la maladie, comme des tremblements, la difficulté à marcher et aussi la difficulté à parler. On me demandait, par exemple, de toujours répéter tout ce que je disais. Ouais, tu parlais pas très fort. Puis en plus, tes tremblements, on mettait ça sur la faute de ton anxiété. Ouais, j'ai vraiment souffert de tout ça. En fait, j'avais aussi des têtes, en plus d'avoir des hallucinations auditives, j'avais aussi des hallucinations visuelles et des pertes d'équilibre. Finalement, quand on était convaincu que c'était le Parkinson, on a commencé le traitement à la levodopa. Pendant un certain temps, on attendait les effets, mais après quelques mois, aucun effet, donc aucune amélioration des symptômes. Donc, ça nous a fait vraiment douter si c'était bel et bien le diagnostic de Parkinson. Ouais. En fait, ça a pris vraiment plusieurs rendez-vous avec plusieurs spécialistes afin de pouvoir décortiquer chacun de tes symptômes pour ensuite focaliser les examens là, vers un diagnostic précis. Oui, on peut le dire, là, j'en ai eu des tests. Hein? Concrètement, voici une liste des principaux symptômes qui sont propres à tous les types de calcification de Ford. Les gens peuvent être principalement atteints physiquement ou cognitivement, tout dépendant du lieu de calcification. De façon générale, les atteintes physiques peuvent être l'ataxie, qui est décrite par des mouvements volontaires anormaux bruts et irréguliers, la dystonie, qui est un trouble du tonus musculaire, l'hypotension orthostatique, l'altération de la vue et des syncopes. Pour les atteintes cognitives, nous pouvons retrouver des troubles de communication et des retards mentaux. Les symptômes neuropsychiatriques pouvant aussi être présents incluent des déficiences cognitives et des symptômes similaires à ceux de la schizophrénie. On parlera d'hallucinations, des manies, de la dépression et des changements de personnalité. On nous a expliqué qu'il y a plusieurs formes de la maladie. La maladie peut se différencier selon ses causes sous-jacentes
ou selon la présentation clinique en fonction des lieux des calcifications là, au cerveau. Le premier type de la maladie de Ford est celui qui réfère aux causes sous-jacentes. Les causes peuvent être un problème métabolique, un problème endocrinien, une prédisposition génétique ou même d'origine idiopathique, ce qui veut dire qu'elle apparaît pour aucune raison et par elle-même. Quant à l'autre type, qui est basé sur sa présentation clinique en fonction de la région cérébrale atteinte, on peut donner comme exemple une atteinte des tissus gliaux qui aura des effets plus au niveau physique et moteur, comme une dystrophie. Puis à l'opposé, une atteinte à une autre région du cerveau pourra amener des problèmes plus au niveau cognitif. Dans notre cas, ce sont les ganglions de la base qui sont atteints, ce qui explique les symptômes parkinsoniens. Tandis que dans d'autres cas, les accumulations peuvent être causées par une anomalie biochimique au niveau de l'homéostasie du calcium et du phosphate. Ainsi, on accuse un déséquilibre de la parathormone, même si cette hypothèse est plus ou moins plausible, puisque certains patients ont une fonction parathyroïdienne normale, malgré des accumulations calciques anormales. Également, plusieurs études mentionnent le rôle de la barrière hémato-encéphalique qui est grandement impliquée dans la protection de l'encéphale contre différentes molécules. Dans ces cas, une barrière hémato-encéphalique déficiente et ou affaiblie peut contribuer à un influx anormal de calcium et autres molécules. Suivant ce principe, les noyaux profonds sont vulnérables aux multiples minéraux qui causent les différents troubles. De plus, il a été démontré que cette maladie a une composante héréditaire. Cette maladie se développe par transmission autosomique dominante. Il suffit donc qu'un seul des parents soit atteint pour transmettre le gène à l'enfant. Vu l'échec du traitement à la levodopa pour les symptômes de parkinsonisme, le médecin nous a référé à un spécialiste pour poursuivre l'investigation et trouver la cause des symptômes de mon père. Oui, le spécialiste nous a fait passer une série d'examens supplémentaires. Aucun examen ne permet de diagnostiquer la maladie de façon directe, mais les examens permettent d'éliminer les diagnostics différentiels, soit les maladies qui ont une présentation clinique très semblable. Avec les examens, on cherche à éliminer des facteurs qui ne seraient pas en lien avec la maladie, comme des tumeurs, des malformations, des anomalies métaboliques et des causes toxiques qui pourraient infecter le système nerveux. On m'a fait passer des examens d'imagerie médicale, des analyses sanguines et des analyses urinaires. L'IRM cérébral permet d'observer les tissus cérébraux et peut détecter si présence ou non d'une tumeur. Dans mon cas, l'image obtenue était normale, donc on est passé à un autre examen. Un TACO. Cet examen permet d'avoir une image des régions du cerveau où il pourrait y avoir un AVC ou des accumulations de calcium. Les analyses sanguines et urinaires ont vérifié une batterie d'éléments qui ont permis d'éliminer plusieurs pathologies possibles. De plus, puisque la maladie peut être héréditaire, on m'a questionné sur les antécédents de la famille. En fait, si des cas familiaux sont connus, ceci permet de faciliter le processus de diagnostic de la maladie. Dans mon cas, aucun membre de la famille n'était atteint de cette maladie. Les spécialistes ont également analysé minutieusement ces problèmes moteurs et physiques pour déterminer les lieux de calcification et pouvoir faire des liens avec les endroits du cerveau qui sont atteints. Il n'y a aucun traitement curatif pour la maladie de mon père, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun protocole de traitement standard qui a été établi. À ce moment-là, chaque situation sont traitées de manière individuelle par rapport aux symptômes là, de chaque personne. Le traitement pharmacologique peut être utilisé lors de symptômes psychiatriques comme la dépression, l'anxiété ou des troubles obsessifs compulsifs. On peut utiliser les classes de médicaments comme les antidépresseurs, les antipsychotiques, des sédatifs ou des normothymiques. Certains symptômes physiques comme la dystonie, l'incontinence urinaire et les convulsions peuvent également être améliorés avec des traitements pharmacologiques. Par contre, comme on l'a vu dans le cas de mon père, la levodopa, qui est un médicament qui vise habituellement là, les symptômes du Parkinson, amène une réponse qui est peu favorable, voire nulle. À ce moment-là, c'est qu'on comprend maintenant que le mécanisme, dans le fond, des problèmes moteurs de la maladie de Ford n'est pas le même que ceux de la maladie de Parkinson. On peut aussi utiliser un traitement pharmacologique dans certains cas où la maladie est causée par un désordre métabolique ou hormonal, comme dans le cas d'une pseudo-hypoparathyroïdie où il y a un surplus de calcium ou de vitamine D. Les traitements chirurgicaux, comme le retrait des dépôts de calcium là, dans le cerveau,
sont peu possibles là, lors de la maladie de Ford? Finalement, on peut dire qu'un suivi est vraiment important avec les médecins, les physios, les ergos, les nutritionnistes, tous les professionnels de la santé. Dans mon cas, on l'a vu, la place de l'ergo était vraiment importante, puis elle nous a vraiment aidé dans le développement de la maladie. Comme vous devez le savoir, la maladie de mon père est complexe. À ce jour, là, il n'y a aucune donnée ou statistiques qui sont disponibles afin d'avoir une idée de sa détérioration. Tout ce que les études disent, c'est que le pronostic est sombre et difficile à prédire. Pour finir mon vidéo, la maladie de Ford est une maladie neurodégénérative qui a un pronostic sombre et qui touche plusieurs structures du cerveau où il y aura des dépôts de calcium et d'autres minéraux. Les causes sont connues, mais il y a beaucoup de chemin encore à faire là, au niveau du traitement et de la prévention de la maladie. Dans mon prochain vidéo, je vais aborder des recherches futures, entre autres des instituts qui se penchent sur la question de localiser et comprendre les gènes de la maladie afin de développer une méthode pour éviter la maladie. À ce moment-là, la seule question pour moi qui me reste, c'est si un jour la médecine va pouvoir arriver avec une médication qui va être efficace afin de sauver la vie de mon père.